Bonjour à tous, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce talk. Le jour où nous avons arrêté de publier des événements Kafka depuis notre API et pourquoi cela a amélioré notre architecture orientée événements. Alors, ce titre est peut-être un petit peu mystérieux. Pour clarifier ça, ce dont on va vraiment parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la problématique de dual write et comment la résoudre avec le pattern d'outbox. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, c'est toujours pas très clair, mais ne vous inquiétez pas, car l'objectif de ce talk, c'est de clarifier tout ça. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Virginie Zinck, je suis staff engineer chez Decathlon. Je travaille dans le e-commerce et plus spécifiquement dans l'équipe qui gère les cartes cadeaux. Et pour commencer, je vous propose un petit peu de contexte. Il y a 2 ans, dans cette équipe, voici l'architecture qu'on avait pour gérer les commandes de cartes cadeaux. Alors, on a une API qui reçoit des demandes de commandes. Et puis, pour provisionner ces commandes, elle doit faire plusieurs actions. Elle doit réserver le stock de cartes cadeaux, les activer, envoyer un mail à la personne qui va recevoir la carte cadeau, mettre à jour son portefeuille si c'est un client Decathlon, et bien sûr, pour garantir que les temps de réponse de notre API sont corrects, on va essayer de faire ça le plus possible en asynchrone. Donc en synchrone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver les cartes, valider la commande et enregistrer la commande en base de données. Et tout le reste, on va le faire en asynchrone avec des topics Kafka et des consumers Kafka. Alors moi, j'avoue, quand j'ai vu cette architecture, je me suis dit, bah, c'est parfait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Moi, je me suis dit, c'est parfait, c'est bien. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'on rencontre la problématique de dual write. Alors, qu'est-ce que la problématique de dual write? Je vais commencer par vous expliquer avec un exemple. Imaginons, on envoie un premier message sur un topic Kafka, et après, on essaye d'enregistrer la commande, et là, pour une raison ou pour une autre, ça ne se passe pas très bien. La transaction de base de données échoue, et on est en rollback. Alors ça peut arriver pour plein de raisons. Imaginons, on a une contrainte unique qui pose problème, ou alors on a une colonne note nulle dans laquelle on a envoyé une valeur nulle. Quoi qu'il en soit, quand on rollback une transaction de base de données, le message Kafka, lui, il est parti. Et le consumer, il va le traiter. Et là, dans le meilleur des cas, il va se dire « Ok, j'ai pas de commande, donc je renvoie une erreur. » Mais dans le pire des cas, il va envoyer le mail. Donc on est quand même dans une situation où on a des données incohérentes au niveau des consumers Kafka. Un deuxième exemple, et je dois vous avouer qu'on avait eu plus de celui-là que de celui d'avant, c'est une problématique de timing. Imaginez, vous envoyez un message sur un topic Kafka, et avant d'avoir le temps d'enregistrer la commande, le consumer commence à traiter ce message. Ah, bien sûr, il n'y a pas de commande dans la base de données, puisqu'on l'enregistre après. Et là, encore une fois, on se retrouve avec des données incohérentes au niveau du consumer Kafka. Alors, nous, on avait pas mal de ce cas-là parce qu'on a des commandes B2B qui peuvent être assez costauds, avec plusieurs milliers de cartes dedans. Et du coup, à quelques millisecondes près, on n'avait pas eu le temps d'enregistrer la commande. Donc là, on s'est dit, OK, on va essayer de trouver des solutions à ce problème. Et on a commencé à réfléchir. Bon, on a eu un succès mitigé au début. On s'est dit, au début, c'est pas grave. Si on a une transaction qui rollback, on va renvoyer un message dans Kafka pour défaire l'action qu'on vient de faire. Par exemple, on a envoyé un premier message pour activer une carte cadeau, et là on se dit « Ah bah non, en fait, j'ai pas pu sauvegarder la commande, je vais faire un rollback, ok. » J'envoie un deuxième message pour désactiver la carte. Alors ça marche bien pour les activations, mais pour les mails, ça marche pas très bien parce que défaire un mail, c'est pas possible. Alors on s'est dit « C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les error handlers de Kafka pour avoir des retries. Alors ça marche très bien pour la problématique de timing, mais quand on a un vrai rollback, on n'a pas envie que nos consumers aient retry à l'infini. Après, on s'est dit, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord enregistrer en base de données, et après seulement, on va envoyer le message dans Kafka. Alors ça peut réduire un peu le nombre d'erreurs, mais la problématique, elle est que, globalement, on peut aussi avoir des erreurs quand on envoie un message dans Kafka, et le retry dans une API, on ne peut pas l'avoir jusqu'à l'infini. Alors à ce stade-là, j'ai été voir un architecte et j'ai discuté avec lui. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué toute notre problématique.
Et là, il m'a dit, Virginie, la seule solution à ton problème, c'est l'outbox pattern. Et il a commencé à m'expliquer ce que c'était. Il m'a dit, Virginie, ton API, au lieu d'envoyer des messages dans Kafka, tu les enregistres dans une table de ta base de données, imaginons que tu l'appelles Outbox, et de façon atomique, avec la sauvegarde de ta commande, tu sauvegardes aussi les messages dans la même transaction de base de données. Comme ça, si jamais la transaction rollback, tout est rollback. Après, tu mets en place un cluster Kafka Connect, avec un connecteur Debezium dedans, qui va lire tes logs de base de données. Et pour chaque message que tu vas mettre dans la table Outbox, il va pousser un message dans un topic d'Outbox. Et après, tes consumers, ils n'ont plus qu'à lire ces messages-là, peut-être filtrer en fonction du type de message, et traiter le provisionnement de la commande. Alors là, je dois vous avouer qu'à ce stade, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, mais c'est vraiment la seule solution possible? On va être obligé de mettre en place un cluster Kafka Connect, un connecteur Debezium, une table d'Outbox, juste pour gérer des transactions. Et puis, bon, je me suis dit, je vais quand même regarder sur Internet. Alors j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos. Je suis arrivé à la conclusion suivante. Oui. L'outbox pattern est la solution standard aujourd'hui pour traiter les problèmes de dual write. Mais il y a des variantes. Alors je me suis intéressé un peu aux variantes. La première variante, c'est de se dire, au lieu d'enregistrer en base de données, et d'après avoir un connecteur qui pousse dans un topic Kafka, on peut enregistrer d'abord dans un topic, et après on a un consumer qui va traiter le provisionnement de la commande. Alors ça, pourquoi pas, mais dans un contexte de e-commerce, il faut quand même que la commande elle soit disponible immédiatement pour être affichée à l'écran. Et si elle n'est pas tout de suite enregistrée en base de données, ça peut poser quand même quelques problèmes. Donc on a écarté cette variante. Après, il y a une autre variante qui consiste à enregistrer les messages directement dans les logs de base de données, plutôt que de les enregistrer dans une table d'Outbox. Alors ça, c'est possible avec Postgre, avec la méthode, avec la fonction SQL qui s'appelle PG Logical Emit Message. Après, on a quand même besoin d'un connecteur Debezium qui va pousser les messages dans un topic, et les consumers vont pouvoir les traiter. Alors l'avantage de cette solution, c'est que comme on n'a plus de table d'Outbox, c'est quand même un peu plus simple à mettre en œuvre. Et en plus, je ne vous l'avais pas dit, mais la table d'Outbox, si vous ne faites rien, elle va grossir, grossir, grossir. Donc il faut anticiper le fait qu'il faut mettre un système de purge en place. Mais si on n'a pas de table d'Outbox, on n'a pas de purge à gérer. C'est pas mal. Après, la troisième variante, c'est d'utiliser votre table opérationnelle comme table d'Outbox. Donc là, en fait, dans mon cas, c'était la table de commande. Donc là, mon connecteur Debezium, au lieu de lire une table d'Outbox, il va lire les logs de la table order. Et chaque fois qu'on va avoir une nouvelle commande ou une mise à jour de cette commande, on va pousser un message dans le topic d'order change. Et là, les consumers, ils peuvent lire ce topic et se dire « Ah, j'ai une nouvelle commande en statut validated, donc je vais activer mes cartes. » Alors ça, c'est pas mal, parce que comme la solution précédente, on n'a pas de table d'outbox, donc pas de purge. Et en plus, on a mis en place une architecture découplée. Dans le sens où l'API, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle fait l'enregistrement de la commande, mais elle ne s'occupe plus du provisionnement. Le provisionnement, il est géré par les consumers. Par contre, il y a deux points d'attention avec cette solution. La première, c'est que si jamais on change le format de la table d'order, ça va impacter le format des messages dans le topic order, et du coup, potentiellement, les consumers qui lisent ce message. Maintenant, si ces consumers ils sont dans notre application, pas de souci, on gère l'impact. Par contre, si ces consumers ils sont externes et gérés par d'autres équipes, ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer. L'autre point d'attention, c'est l'idempotence des consumers. Donc c'est quoi l'idempotence? C'est leur capacité à gérer des doublons. Et ça, c'est important dans Kafka. Il faut que les consumers ils soient capables de gérer des doublons. Donc si vous avez une table d'outbox, forcément il y a un ID avec, et c'est un peu plus facile de gérer ça parce qu'on se dit, cet ID, je l'ai traité. Maintenant, si on a une table d'order, on va avoir plusieurs fois des messages pour cet order ID-là dans le topic, une fois pour sa création, une fois pour sa mise à jour, et il faut savoir détecter que c'est une mise à jour qu'on a déjà traitée. Bon, c'est possible fonctionnellement, peut-être un petit peu plus compliqué. Donc à votre avis,
Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Ah, bien joué. La solution 4, évidemment. Alors, ce n'est pas du tout évident, hein, dans le sens où on a choisi cette solution parce qu'on a décidé que par rapport au contexte dans lequel on était, c'était intéressant pour nous d'avoir cette solution. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution à tous les coups, parce que selon le contexte dans lequel vous êtes, une autre solution peut être tout à fait pertinente. Mais nous, on a choisi cette solution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc notre API d'order management, qui commence chaque fois qu'elle a une nouvelle commande, elle valide la commande, elle réserve les cartes cadeaux dans le stock. Elle enregistre la commande, bon, en l'occurrence, on a 3 tables, parce qu'on a order, order line et gift card. Après, on a un connecteur Debezium qui lit les logs et qui pousse dans 3 topics. Et en fonction de l'action qui doit être faite par les consommateurs vont lire un topic ou un autre. Imaginons, vous devez envoyer un mail à la personne qui a passé commande. Voilà, c'est plus logique de lire le topic order. Maintenant, si vous devez envoyer un mail à la personne qui reçoit la carte cadeau, voilà, c'est plus logique de lire le topic des cartes cadeaux. Bon. Et nous, aujourd'hui, je dois vous avouer, on est plutôt content de cette solution, parce qu'elle nous a apporté pas mal de choses. La première, c'est qu'elle a résolu notre problème initial, et c'est le plus important. On n'a plus d'incohérence de données, et ça nous générait de la charge de support, donc c'est une bonne chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on a une API qui est un peu plus simple et plus rapide qu'avant, parce qu'elle ne gère pas du tout le provisionnement de la commande. Parce que ce sont les consommateurs qui gèrent le provisionnement. C'est la logique de qu'est-ce qu'on doit faire pour provisionner une commande, elle est côté consumer. Et on a un consumer par action. Ce qui fait que l'architecture en elle-même, elle est assez claire à comprendre, elle est assez facile à comprendre et à maintenir. Et puis, accessoirement, si on veut rajouter une action, imaginons on veut envoyer un SMS ou on veut générer des factures. Là, assez facilement, on rajoute un consumer et on n'a rien d'autre à faire. Il n'y a aucun impact sur le reste de l'architecture. Puis le dernier avantage, c'est qu'aujourd'hui, la gestion des erreurs, elle est côté consumer, parce que c'est là que la logique fonctionnelle, elle est. Et moi, j'avoue, personnellement, je trouve que c'est quand même plus simple de gérer des erreurs dans un consumer Kafka que dans une API, parce qu'il n'y a pas de timeout. Et puis les consumers, on peut configurer des error handlers de façon assez pointue, et je trouve que c'est pas mal. Donc là, on est arrivé à un stade de la présentation où vous vous dites, maintenant, je sais ce que c'est le dual write. Je sais ce que c'est l'outbox pattern. La présentation est finie, je vais pouvoir aller me prendre un petit café avant la présentation suivante. Et là, j'interviens et je dis non, 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 ne partez pas, car il reste qu'une dernière partie à cette présentation. Et c'est peut-être la plus importante. C'est quelques conseils sur la configuration et le monitoring des connecteurs Debezium. Parce que si vous ne configurez pas bien ou vous ne monitorez pas bien votre connecteur Debezium, vous risquez de faire tomber votre base de données. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'une fois que vous aurez compris pourquoi, forcément, ça sera facile pour vous de mettre en place les actions nécessaires. Alors, on reprend un petit zoom sur notre base de données. Imaginons on a 3 tables. On met à jour ces tables, et chaque mise à jour qu'on fait, on insère un log dans ce qu'on appelle dans Postgre le wall, write ahead log. C'est l'endroit où il y a les logs de base de données. Donc on fait une insertion, on insère un log, une autre insertion, on insère un log, on fait un update, on insère un log, etc., etc. Les connecteurs Debezium sont configurés pour lire ces logs. Donc là, j'ai configuré le connecteur pour dire « je suis intéressé par la table order ». Donc, je vais lire les logs de la table order. Donc là, j'en ai 2, le numéro 1 et le numéro 3. Et pour chaque log de la table order, le connecteur il va envoyer un message dans le topic. Pour chaque log qu'il lit, il va mettre à jour son replication slot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un replication slot? C'est un endroit dans la base de données où les connecteurs ils vont dire quel est le dernier log qu'ils ont lu. Donc, dans notre cas, c'est le log numéro 3. Et chaque connecteur a un replication slot. Et puis après, de façon interne à la base de données, il y a un process qui lit tous les replication slots et qui dit « OK, quel est le plus vieux offset que j'ai dans mes replication slots ?» C'est le numéro 3. OK, bien, ça veut dire que tous les logs plus vieux que ça, je peux les supprimer. Et c'est grâce à ça que le wall
ne grossit pas trop. Okay. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, « Oh, mais qu'est-ce qui se passe si mon connecteur il arrête de lire les logs de base de données ?» Là, ce qui va se passer, c'est que le replication offset il n'est jamais mis à jour, les logs ne sont jamais supprimés, et pendant ce temps, votre base de données elle continue à avoir de l'activité, avec des nouveaux logs qui vont arriver dans le wall, et qui vont augmenter, 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 jusqu'à prendre tout l'espace disque de votre base de données. Et c'est ça qui va faire tomber votre base de données. Donc forcément, la question suivante à laquelle vous pensez, c'est « OK, mais dans quel cas ça arrive, ça ? Dans quel cas mon connecteur il arrête de lire les logs ?» Il y a deux cas. Le premier, c'est parce que votre connecteur il lit une table qui n'est jamais mise à jour. Ça peut arriver. Et le deuxième, c'est que votre connecteur, pour une raison ou une autre, il a été mis en pause, il s'est arrêté ou il est tombé. Et dans chaque situation, il faut mettre en place une solution. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord ce que c'est qu'un heartbeat. Et avant d'aller plus loin, mon conseil, c'est d'en mettre systématiquement pour tous les connecteurs Debezium. Vous ne vous posez pas la question, vous mettez un heartbeat. Donc, pour mettre en place un heartbeat, il faut configurer votre connecteur Debezium avec tout d'abord un intervalle. Donc là, j'ai décidé que mon heartbeat, c'était toutes les minutes. Donc là, toutes les 60 000 millisecondes. La deuxième chose qu'il faut configurer, c'est l'action que vous allez faire à chaque heartbeat. Donc là, moi, je dis, à chaque heartbeat, je veux mettre à jour ma table de heartbeat. Et là, j'imagine, vous vous dites, mais quelle table? Bon, il faut la créer. Il va falloir créer une table de heartbeat, elle va être super simple, il y a juste une ligne dedans, avec un timestamp. Mais ce qui va se passer, c'est que chaque fois que votre connecteur il va faire un heartbeat, il va mettre à jour cette table. Et vu que c'est une table Postgre comme les autres, du coup, chaque fois qu'on va mettre à jour cette table, ça va générer un log. Imaginons là, on a de l'activité sur notre base de données, 1 minute est passée, on écrit un log de mise à jour de heartbeat. Encore de l'activité, 1 minute est passée, un nouveau log de heartbeat. Et pendant ce temps, ce que vous avez fait aussi, c'est que votre connecteur, vous l'avez configuré pour pas seulement lire la table qui vous intéresse, mais aussi la table de heartbeat. Et du coup, chaque fois que le connecteur il va lire les logs, il va mettre à jour aussi son offset avec le dernier offset de la table de heartbeat, qui en l'occurrence là est l'offset numéro 5, ce qui permet de supprimer tous les logs plus vieux de 1 minute, ce qui est quand même pas mal pour garantir que le wall ne grossit pas trop. Et le dernier slide, c'est sur le monitoring. Alors le monitoring, c'est important pour vérifier que votre connecteur il n'est pas tombé. Alors pour ça, le premier métrique qu'on peut utiliser, qui est assez simple, hein, que tout le monde utilise déjà, c'est quel est l'espace disque restant sur ma base de données. Si elle grossit, 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 bon ben voilà, on peut monitorer ça. Mais ça, en général, toutes les équipes le font déjà. La métrique qu'on peut utiliser, c'est System Disk in Use, et quand ça dépasse 90%, on envoie une alerte. Mais le problème, c'est que cette première métrique, des fois, quand un connecteur tombe, avant qu'il remplisse toute la base de données, il peut se passer quelques jours. Et on a parfois envie d'être alerté plus tôt que ça. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aussi monitorer une autre métrique, qui est la fréquence d'écriture dans le topic d'heartbeat. Donc là, si ça descend en dessous de 1 message par minute, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là, ce que je vous conseille d'utiliser comme métrique, c'est la métrique Kafka Topic Messages in Rate. Parce qu'en fait, il en existe plein des métriques. Et par exemple, on peut utiliser connecteur write rate ou replication lag. Mais ça, c'est des métriques qui sont liées au connecteur. Et quand le connecteur s'arrête, elles disparaissent. Alors que cette métrique-là, c'est une métrique Kafka, et celle-là, elle va rester. Donc c'est pas mal. Bon, c'est la fin de la présentation. Aujourd'hui, on a vu ce que c'était que les problématiques de dual write, on a vu ce que c'était que l'outbox pattern, et on a vu comment configurer ou monitorer un connecteur Debezium. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas quel est le timing. On est bien, hein, 22, ouais. Donc, on a du temps pour des questions si vous en avez. Et en parallèle, j'affiche le QR code pour les feedbacks, si jamais il y en a qui veulent faire un petit feedback sur la présentation.